Le gouvernement confronté à une grève qui s'annonce compliquée, celle de la SNCF, des cheminots de la SNCF, et puis les réformes qui suscitent un peu de grogne ici ou là. C'est avec Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Yves. Merci d'être parmi nous. Réforme de la SNCF, alors on a appris que ça serait 2 jours de grève sur 5 pendant 3 mois. Votre réaction? Pourquoi ils font ça? Cette méthode-là? D'abord, première réaction, je trouve la méthode un peu irresponsable. Ouais. D'annoncer que du 3 avril jusqu'au 28 juin, 2 jours sur 5, on aura des journées de grève, soit 36 journées de grève qui vont désorganiser, qui vont nécessiter chez les Français qu'on s'organise pour pouvoir se rendre au travail, pour pouvoir se retourner à son domicile le soir, gérer les gardes d'enfants, etc. C'est pas bon pour le et donc ce sont d'abord les Français qui vont en payer le prix. Ça, c'est la première chose. C'est pas bon pour le gouvernement. Vous n'avez pas peur que l'opinion publique se retourne? Quelle est l'obligation qui est la nôtre? On a une entreprise publique à laquelle les Français sont très attachés, parce qu'elle rend des services à des millions de Français. Chaque jour, il y a 4 millions de Français qui prennent le train pour aller bosser. Et elle marche mal. Et il y a des retards. Et on a un service public qui coûte de plus en plus cher et qui est de moins en moins ponctuel et efficace. L'objectif qu'on a, nous, c'est pas de faire la guerre à quiconque. J'entends souvent ce langage un peu guerrier chez les partenaires sociaux, le conflit, la confrontation. Nous, on est dans un travail de négociation et de discussion. Pourquoi? Juste pourquoi? On a une entreprise publique qui va pas bien et elle va être ouverte à la concurrence dans quelques années. L'objectif, c'est que l'entreprise publique aille mieux, c'est que les cheminots, dont beaucoup disent que quand même leur job, c'est pas de gérer les retards en permanence et qu'ils n'ont pas signé pour ça, qu'ils retrouvent aussi le goût du travail et une qualité de travail, et puis que les usagers, ils aient un service public ferroviaire qui soit à l'heure et qui soit par ailleurs performant. Statut des cheminots et en changeant le statut de l'entreprise qui passe d'établissement public à société nationale, à capitaux publics, est-ce que ça, c'est en mesure de faire que le service public marche mieux? D'abord, avoir une gouvernance unifiée plutôt que d'avoir 3 établissements. Ça va coûter toujours plus cher. Mais non, avoir 3 établissements publics, ça coûte toujours plus cher que d'avoir une société nationale à capitaux publics. On unifie la gouvernance. Ça, c'est la première chose. C'est indispensable. Ça permet de traiter les 35 milliards d'investissements que l'État va faire, c'est 10 millions par jour pendant 10 ans, sur les mobilités du quotidien, sur les gens qui font les trajets du quotidien. Parce qu'on a beaucoup investi sur les grandes lignes et pas assez là-dessus. Donc ça, c'est important. Et sur le statut, on ne touche pas au statut des gens qui sont déjà sous statut. Pourquoi? Parce que c'est un contrat moral. Mais en revanche, considérer que ceux qui vont rentrer dans cette belle entreprise bénéficient du statut, ça... La concertation continue. Encore quelques jours. Est-ce qu'il y a du grain à moudre, comme 7 jours sur 7, comme l'a dit Elisabeth Borne, elle l'a très bien dit. Est-ce qu'il y a encore du grain à moudre pour les cheminots, les syndicats qui les représentent? Il y a toujours de quoi négocier, notamment sur les questions de date d'ouverture à la concurrence, sur les modalités d'ouverture à la concurrence, sur les conditions de travail au sein de l'entreprise. Bref, ce qui fait le travail de syndicats. Moi, j'ai été en responsabilité dans des entreprises. Les responsables syndicaux sur le terrain, ce n'est pas ceux qui sont à la télévision ou sur les plateaux. Sur le terrain, ils trouvent des solutions, ils signent des accords pour bénéficier à leurs salariés, à ceux avec qui ils travaillent au quotidien. Est-ce que vous ne redoutez pas que l'opinion publique, finalement, qui est plutôt favorable si on regarde à cette réforme, si on regarde les sondages, elle soit atteinte d'une espèce de syndrome de Stockholm et qu'elle se retourne, comme en 95? On ne gouverne pas avec l'opinion publique. C'est pas ça qui doit déterminer les choix. Ce pays a besoin de transformation profonde. C'est le cas du service public ferroviaire et c'est le choix que nous assumons et que nous assumons jusqu'au bout. Alors ce mouvement annoncé tombe mal. Coagulation des mécontentements, on va dire. Les retraités qui ont défilé hier dans la rue, les salariés des EHPAD, personnel des hôpitaux, ça va pas fort dans les hôpitaux, le 80 km/h qui passe pas dans les campagnes, le monde judiciaire qui est aussi assez révolté, les fonctionnaires qui vont faire une journée d'action le 22 mars, ça devient quand même chaud pour le gouvernement, non? Quand vous voulez transformer le pays, il y a toujours les immobilismes qui se mobilisent, pour le coup, et qui se font entendre de manière vocale. Et puis vous avez aussi une majorité silencieuse dans ce pays, qui souhaite que les transformations pour lesquelles le président de la République a été élu, et qui est le projet sur lequel le président de la République a été élu, puissent aller à leur terme. Ce pays a besoin de se transformer en profondeur. Tous les éléments que vous venez de citer, la situation dans les hôpitaux, la situation de certains de nos territoires qui décrochent, la situation dans certains services publics, elle ne date pas des 9 derniers mois, elle date de l'incurie et du manque de courage des 25 dernières années.
Quand on a... On est 50 ans après 68. Quand on est déterminé et qu'on porte le projet sur lequel on a été élu, il n'y a pas raison d'être inquiet. On est vigilant, on est à l'écoute, on est attentif, mais on est extrêmement déterminé. Alors, il y a des accusations qui sont lourdes portées contre le président de la République, président des riches, président des villes, président des jeunes. C'est l'homme de la fracture, le président de la République? Président des villes. Prenons ça c'est quand même la meilleure. Ça, je sais que c'est un thème qui vous plaît, ça. Non, mais c'est la meilleure. Pourquoi? Prenez les Républicains. Ouais. Ils ont voté contre la suppression de la taxe d'habitation. C'est la taxe la plus injuste pour les gens qui vivent dans les territoires difficiles. Qui vivent dans les territoires difficiles. La taxe d'habitation, elle est moins chère à Paris-Centre qu'au Puy-en-Velay, au hasard. Bon, on a plutôt des revenus plutôt supérieurs quand on vit à Paris-Centre que quand on vit dans les territoires difficiles. Elle est 3 fois plus chère. Ils ne la suppriment pas. Ils disent non, surtout on ne touche pas. La police de sécurité du quotidien, c'est fait pour qui? Pour les villes ou pour les quartiers difficiles et ou pour les territoires délaissés? Pour eux, ils ne la votent pas. La division par 2 du nombre d'élèves par classe, ils ne le votent pas. À chaque fois qu'on a cherché de réduire... Je vous parle du ressenti des gens. Mais il y a le ressenti et c'est... Attendez, les territoires, ils décrochent depuis longtemps. Entre 2000 et 2010, 75% de la richesse créée a été créée dans les 15 grandes villes françaises. Donc vous voyez bien que c'est un mal français qui est ancien, que ça ne va pas se régler en un claquement de doigts et que face aux effets de tribune, nous on opposera des faits. Vous savez, quand le plan très haut débit, mis en place, quand on pourra capter, quand il y a 1 million de Français qui ne seront plus en zone blanche et qui du coup capteront, il y aura des effets concrets. Les Français nous jugeront sur des résultats, pas sur des effets de tribune. Vous n'êtes pas inquiet? Non. Non. Non, ce pays a envie de se transformer et il y a une majorité silencieuse qui accompagne ces transformations avec impatience parce que ça fait 30 ans qu'on n'a pas bougé. Les résultats vont venir et une fois qu'ils seront sur la table, ils effaceront les effets de tribune et les caricatures de nos oppositions. Alors 2 élections qui ne sont pas de même nature, celle d'Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste, donc c'est lui qui devrait exercer les fonctions de premier secrétaire du Parti Socialiste, un bon choix? Vous êtes un ancien du PS, vous? Je suis un ancien. Par définition, je n'ai donc pas pris part au vote. Bon courage à lui. Il y a un gros travail. Il est mort, le PS? Ça, c'est pas à moi de le dire. Il y a un gros travail à faire. Il n'est pas en très bon état. J'espère qu'il y aura une opposition constructive et une opposition loin des caricatures. Vous préférez ça que Emmanuel Morel, qui aurait été plus gênant, parce que plus à gauche? Je n'ai pas préféré un tel ou un tel. Emmanuel Morel défend une ligne avec laquelle je suis en parfaite opposition, mais ce n'est pas à moi de choisir les oppositions. Les militants socialistes se sont exprimés hier assez clairement, manifestement. Alors Mayotte qui est à feu et à sang, l'expression est un peu exagérée, je vous l'accorde, mais qui est quand même dans une crise grave, depuis longtemps d'ailleurs. Depuis longtemps. Manque d'anticipation de tous les gouvernements depuis que ce territoire est un département. Exactement. Alors, Madame Girardin est allée sur place, elle a dit, elle a essayé de calmer les esprits, elle a apporté des moyens, mais elle a parlé un peu vite, elle a dit que ça y est, c'était réglé, alors que c'est pas réglé du tout. Mais erreur de Madame Girardin? Non, elle s'est rendue sur place et c'est ce qui a permis de débloquer une situation qui était totalement bloquée. La rentrée scolaire, elle a eu lieu dans 110 des 180 établissements lundi matin. Et ça, c'était important de pouvoir assurer cette rentrée scolaire. 3, on a apporté des moyens supplémentaires en termes de sécurité sur la question d'immigration. Mais au fond, le vrai sujet sur Mayotte, c'est de se dire... Comment est-ce qu'on projette le territoire d'avenir? Parce que là, il fallait répondre à l'urgence. Et c'est les 30 jours où on a justement la mobilisation des élus, du monde économique et social, de l'administration de Mayotte. On va mettre tout le monde autour de la table en disant, OK, quelle est la feuille de route pour un plan d'avenir un peu solide, un peu pérenne? Ça, c'est fin mai. Pour une raison simple, puisqu'il y a les assises de l'outre-mer qui vont venir d'ailleurs nourrir ce projet-là et qui vont permettre à Mayotte de construire non pas dans l'urgence où à chaque fois qu'il y a une crise, on vient mettre un pansement. Il faut avoir un traitement plus radical et sans doute remettre à plat beaucoup de choses, que ce soit avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec le monde économique. Vous comprenez que Mme Le Pen appelle, il y a une élection partielle à Mayotte là, que Mme Le Pen appelle à voter pour le candidat des Républicains? Mais quand parfois les propos de certains responsables... Ça vous responsables... arrange, ça, finalement, non? Non, mais quand parfois les propos de certains responsables républicains n'ont rien à envier à ceux de Mme Le Pen, la jonction se fait. Il n'y a plus que l'étiquette qui les sépare pour certains d'entre eux. Pas pour tous. C'est une partielle? Pas pour tous. Ça n'est pas le cas de tous les républicains. Mais pour certains d'entre eux, ils entretiennent une ambiguïté sémantique, pour le moins troublante, avec les mots employés par Mme Le Pen. La République En Marche ne part pas favorite dans cette partielle. Mais dans une élection, il n'y a jamais de favori. Il faut toujours donner tout ce qu'on a jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier bulletin. Les partielles n'ont pas été bonnes pour vous, toutes les partielles qui ont eu lieu ces derniers temps. Écoutez, à part une, la Guyane. Celle en Guyane a été oui, mais les autres remportée. Il y a
une partielle qu'on a perdue. Il y en a une où c'était un député sortant LR qui a gagné. Bon, ça s'essouffle, non Non, ça ne s'essouffle pas. Ça ne s'essouffle pas. Mais évidemment que dans la période, le travail de pédagogie, le travail d'explication, et nous, on demande à être jugés à l'issue du mandat. C'est à l'issue du mandat qu'on sera capable de mesurer le changement profond des transformations que nous avons engagées. Ce mouvement de la République En Marche, il a du mal à exister, il a du mal à s'organiser. Écoutez, vous plaisantez. On a 400 000 adhérents quand les autres partis politiques n'en ont pas. On a à Paris 50 000 adhérents, se tiennent des réunions, des ateliers participatifs dans toute la France en permanence. Il n'y a pas un seul mouvement politique qui aujourd'hui est capable de mobiliser la société française. Et d'ailleurs, prenez les enquêtes. Le taux de confiance dans la République En Marche est le double de tous les autres mouvements politiques. C'est peut-être que nous avons encore, avec les Français, un lien particulier avec la société civile dans une partielle sur les 4. Ça a marché. Demain, réunion des jeunes, justement, En Marche, à Nogent, avec Macron. Vous serez de la partie, plusieurs ministres seront là. De quoi il va s'agir? C'est une rencontre importante parce que les jeunes avec Macron, ils ont été les premiers à s'engager auprès, à l'époque, du ministre de l'économie qui était Emmanuel Macron. Et puis, ils ont été incroyables de mobilisation pendant la campagne présidentielle et pendant la campagne législative. Moi, je peux en témoigner. J'avais des jeunes qui venaient coller, qui venaient accompagner les candidats, que ce soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Et ils ont été juste formidables. Et donc, demain, c'est un grand rassemblement. C'est sans doute le plus grand rassemblement des jeunes avec Macron, je crois plus d'1 millier de personnes. 1 millier de personnes. Et donc, c'est important que le gouvernement... Vous allez faire un peu de calinothérapie, vous allez les... C'est pas de la calinothérapie, ils n'ont pas besoin d'être câlinés. Alors, quand est-ce que vous déclarez votre candidature pour Paris? Je m'attendais à cette question. Mais oui. Mais vous savez, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer, parce que c'est pas un concours de tête d'affiche, une élection municipale. C'est d'abord dire c'est quoi le diagnostic. Et moi, je ne ferai pas le procès de X ou Y avant le terme du mandat. Je demande, ça a commencé, je demande aux Français d'attendre le terme du quinquennat. Les voies sur berge. Vous êtes pour, mais la méthode mauvaise. Exactement. La méthode n'était pas la bonne. Les ouvertures dominicales. Je considère que Paris doit pouvoir. Tout Paris. Mais Paris doit pouvoir être ouvert. La totalité des commerces parisiens doit pouvoir ouvrir le dimanche, choisir d'ouvrir ou de ne pas ouvrir d'ailleurs. Vous êtes très impliqué dans le débat. Avec les contreparties salariales, je le répète. Mais moi, je ne sais pas expliquer à un commerçant parisien, et j'en rencontre beaucoup, de lui dire, voilà, alors ce coin-là de la rue, c'est ouvert parce que c'est en zone touristique internationale, et vous qui êtes en face, vous n'allez pas pouvoir ouvrir parce que vous n'êtes pas dans la bonne zone. Dans le débat parisien. Je suis député de Paris. Je sais, ça ne va pas échapper. Vous étiez député de Paris. Vous étiez. J'ai été élu député de Paris au mois de juin. Il est normal qu'un député de Paris s'intéresse à Paris. Vous êtes d'accord pour... Ça va être quoi le Grand Paris d'ailleurs? Écoutez, on attend quand est-ce qu'il va s'exprimer le président là-dessus? Il faudra lui poser la question bientôt, prochainement. Mais en tout cas, oui, moi j'ai participé à la réflexion sur l'avenir de Paris, du Grand Paris. Votre dessin à vous, c'est quoi? Moi, je considère que... Métropole, région. Je considère d'abord que le fait municipal est un fait important. Donc il faut préserver le fait municipal. Et après, il faut sans doute réorganiser les relations entre l'habitant et la petite couronne. Ce qu'on appelle la zone urbaine dense, les 7 à 8 millions d'habitants. Ça doit faire une seule entité, ça? Parce que si on fait du logement, des transports et des solidarités ensemble, on le fera mieux. Je l'ai dit à maintes reprises, si la Seine-Saint-Denis va mieux, Paris ira mieux. Et donc c'est comme ça qu'on peut travailler intelligemment le logement, les transports, les mobilités, bref la ville de demain. Qui décidera? On sait qu'on est dans un pays où un pouvoir jupitérien s'exprime. Quand est-ce qu'il décidera, le président de la République, celui ou celle qui va représenter son parti à cette élection? Le sujet est encore lointain. C'est d'abord un diagnostic, c'est ensuite un projet. Vous lui en parlez? Se posera la question de l'incarnation après. Je vais vous dire une chose, si on n'a pas un projet innovant, disruptif et qui propose une vision à 30 ans pour cette ville et pour ce territoire, vous pourrez mettre n'importe qui sur l'affiche, il perdra l'élection. Vous bossez dessus? Évidemment qu'on travaille et qu'on réfléchit. Vous? Moi et d'autres. Avec qui? Avec tous ceux qui ont envie que cette ville continue à rayonner et rayonne au-delà du périphérique. On continue les questions avec Benjamin Griveaux qui est dans les studios du Figaro ce matin et Julie Coulon-Profisi va se faire votre médiatrice. Bonjour Yves, bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Ça commente énormément sur le chat. On a une question pour commencer de John Sacha, qui est handicapé et qui nous dit « Avant la République En Marche et le PS au pouvoir, j'avais en tant que personne handicapée une aide de 900 €. Aujourd'hui, dans la même situation, je ne perçois plus rien. » Qu'est-ce que vous lui répondez et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? C'est toujours très difficile d'avoir un détail parce que c'est impossible que quelqu'un qui ait une aide de 900 € se soit supprimé. Donc c'est très difficile de répondre à un cas aussi particulier.
En tout cas, ça me paraît faux. Pour une raison simple, c'est que l'allocation adulte handicapé, par ailleurs, va augmenter. Elle va augmenter de 100 € net par mois, avec une première augmentation de 50 € cette année. La France est en retard Donc, sur l'aide aux handicapés La France est en retard, je vais vous dire, sur la manière dont on conçoit le handicap et le rapport au handicap. Tout l'objectif que va porter Sophie Cluzel, c'est de faire de la société française à l'égard du monde du handicap une société inclusive. C'est pas d'avoir le monde du handicap à part et puis à côté le monde où le handicap n'a pas voix au chapitre. C'est justement d'arriver à faire de l'inclusion, à faire ça plus intelligemment, mais c'est une révolution culturelle profonde parce que ça n'est pas la manière dont on a conçu le handicap en France depuis 30 ans. Non, on n'est pas allemand, on n'est pas italien, on n'est pas canadien. Il y a beaucoup d'expériences à l'étranger dont il faut qu'on s'inspire et où on est une société réellement inclusive pour les personnes porteurs d'un handicap. Je rappelle qu'en France, ça concerne 12 millions de personnes. Il n'y a pas une famille française que ça ne concerne pas. C'est un sujet absolument central. Julie. Alors avec la réforme de la SNCF, on parle beaucoup du statut des cheminots, on en a parlé au début de l'émission. Le gouvernement va le supprimer pour en finir avec les privilèges de cette catégorie, notamment. Et beaucoup d'internautes pensent que la question du statut privilégié se pose surtout pour les députés, sénateurs et autres élus de la République. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les cheminots, c'est aussi les représentants du peuple. Quand on parle de privilèges, c'est surtout aussi les privilèges des élus de la République. Mais ils n'ont sans doute pas vu les modifications législatives qui sont intervenues depuis 10 mois, puisqu'il y avait des choses qui étaient parfaitement anormales. Par exemple, le régime de retraite. Le régime de retraite des députés, il va être aligné sur le régime de retraite des salariés. Les modifications qui ont été faites sur les indemnités représentatives de frais de mandat. Bref, l'ensemble de ce qui était appelé les avantages. Un ancien parlementaire connu, dont je tairai le nom parce que je suis un garçon bienveillant, avait l'habitude de prendre le train et de ne pas le payer. Ça, c'est terminé. Voilà. Donc on a remis... J'ai dit que j'étais quelqu'un de bienveillant, donc je tairai le nom. Mais c'est un ancien parlementaire et ministre très connu. D'accord. Alors plus précisément, on a une question de Juliette, toujours sur ce sujet-là, qui dit « Vous êtes peu d'élus à prendre les transports en commun du fait des différents privilèges que vous avez. » Mais je ne sais pas de quel privilège on parle. Parce qu'il faut arrêter avec les privilèges des élus. Les députés... Non mais attendez, on va dire les choses. Est-ce qu'ils ont des transports en commun gratuits? Les députés n'ont pas de chauffeur. Les députés n'ont pas de chauffeur. Il y a une flotte de quelques voitures. Il y a une flotte de quelques voitures pour les 577 députés pour faire des déplacements. Mais sinon, ils prennent le train. Moi, tout à l'heure, je vais en déplacement en Normandie, je prends le train. Aux frais de l'État, quand même. Je prends le train, je me déplace. Non, là, c'est un titre personnel, donc c'est moi qui paye. Ah, d'accord. C'est à titre personnel, c'est moi qui paye. Parce que vous avez un voyage, c'est un voyage personnel. J'emmène mes enfants, pour rien vous cacher. Je reviens demain, c'est un voyage personnel, et donc c'est moi qui paye sur mes deniers personnels. Un meeting ou quelque chose comme ça... C'est personnel. Les meetings, c'est personnel. C'est un déplacement de ministre, là, vous êtes pris en charge par l'État. C'est différent. Mais typiquement, les déplacements à caractère politique, les meetings ou personnels, moi, je les paye sur mes deniers personnels, c'est normal. Juliette peut être rassurée. Alors, on a une question aussi de Tiffen sur Twitter qui nous demande « Avez-vous lu Le Prince de Machiavel et si oui, qu'en pensez-vous » Alors, c'est quel Tiffen Tiffen... Parce que vous la connaissez? Je crois avoir vu sur Twitter, oui, parce que je suis très attentif à ce qui se passe sur Twitter. Je la connais bien. Tiffen, c'était une militante de La République En Marche qui n'a pas été investie aux élections législatives et qui donc a décidé de soutenir la candidate des Républicains contre Richard Ferrand. Donc moi, j'ai lu Machiavel, mais manifestement, elle aussi. D'accord. Richard Ferrand, tiens, vous avez cité son nom. Il fait le job, là Oui, il fait le job. Le groupe s'est structuré et c'est vrai que c'était un défi terrible parce que vous avez plus de 300 parlementaires, dont 90% n'avaient jamais été parlementaires. Et donc, il y a eu le procès en incompétence au début, ça tourne pas, ils sont très amateurs, etc. Qui revient d'ailleurs. Il y a le sujet sur la ferme, enfin... On verra ce qui sera décidé. On dit que Gilles Legendre pourrait peut-être prendre du galon. Vous savez, les rumeurs, les on-dit, tout ça nous intéresse assez peu. On travaille avec des gens qui aujourd'hui sont en responsabilité et tout le reste, ça n'intéresse pas grand monde. À ce propos d'ailleurs, le groupe, on a senti à un moment à l'Assemblée nationale qu'il pouvait y avoir certains voulaient que ça marche sur les deux jambes, droite et gauche. On a entendu Brigitte Bourguignon, on a entendu M. Lambert qui était à votre place il n'y a pas très longtemps. Oui. Qui a oublié qu'il avait été élu avec l'étiquette La République En Marche. Oui, oui. Ça vous étonne? Assez peu. D'accord. Vous arrivez à maintenir l'unité de tout ça? Oui. Pourquoi? Parce que, d'abord, et vous prenez l'ensemble des textes qui sont débattus, vous avez en permanence à la fois la dimension libérée, plutôt d'inspiration... Gilles Legendre. Voilà, et protégée. Vous avez en permanence les deux. Et c'est ça qui fait que le projet a sa cohérence. Que parfois, c'est une ligne de crête qui est difficile à tenir. Le projet de loi Asile et Immigration en est un bon exemple. Mais que
cette ligne de crête, c'est ce qui a fait que les Français ont trouvé la démarche engagée par Emmanuel Macron sincère. C'est de ne pas dire, vous savez, la gauche, ils ont toujours raison ou toujours tort, ou la droite, ils ont toujours raison ou toujours tort. Il y a des gens intelligents des deux bords, et il y a des positions dont moi, je ne sais pas dire si par ailleurs elles sont de gauche ou de droite. Je ne sais pas dire si on lutte contre le chômage efficacement, si c'est de gauche ou de droite. Je sais que c'est bon pour avoir moins de chômage en France et créer plus d'emplois. Vos relations avec le président de la République, vous voyez souvent? Elles sont excellentes. Bon, parce qu'à un moment, on a dit qu'il y avait un peu de friture sur la ligne. Mais à nouveau, on ne commande pas les commentaires des commentateurs fatigués. Une dernière question. Une dernière question, David, qui réagit à la question des privilèges de tout à l'heure. Il dit, le régime de retraite des anciens présidents, comptez-vous y toucher? Alors je ne sais pas si on va toucher au régime de retraite des anciens présidents, ne le connaissant pas bien, pour ne rien vous cacher. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les anciens présidents, et c'est l'un des objets de la réforme constitutionnelle qui sera portée, ne siégeront plus au Conseil constitutionnel. Donc Emmanuel Macron, une fois qu'il aura terminé ses mandats, je le souhaite, Ouais. eh bien, ne siégera pas au Conseil constitutionnel, par exemple. Vous souhaitez qu'il soit candidat à sa réélection? Je pense que quand on porte un projet de transformation pour le pays, il C'est faut sur 10 pouvoir ans le porter le plus longtemps possible. D'accord. Bon, bah, c'était Benjamin Griveaux qui nous a donné une information, en tous les cas un sentiment, et qu'on remercie. Merci de vous être prêté à l'exercice des questions des internautes, qu'on remercie aussi. Julie, Merci. Merci. Et à lundi pour de nouvelles aventures.